Ce soir, aux nouvelles nationales d'APTN. C'est un peu comme l'ère du pensionnat là, qui revient. Après une année difficile pour la communauté Anishinaabe de Kitsakik, les tensions continuent d'augmenter. Le meurtre de Marie Saviakjuk souligne les retards du système judiciaire du Nunavik, son dossier étant toujours en suspens. L'École des dirigeants des Premières Nations célèbre son 3e anniversaire avec 150 nouveaux gradués. Hi, Tunia Suyitsi, bonjour, je m'appelle Kim Sullivan. Je vous souhaite la bienvenue aux nouvelles nationales d'APTN. 2024 a été une année difficile pour la communauté Anishinaabe de Kitsakik. Entre les luttes politiques et les incendies qui ont détruit le bureau du conseil de bande et le seul dépanneur de la localité. Cependant, loin de se résorber avec le temps, les tensions continuent d'augmenter à Kitsakik. La semaine dernière, un nouveau blocus a émergé en réponse à une requête concernant la situation de l'éducation ignorée par le conseil de bande. L'entrée à la communauté fut bloquée pendant 6 jours. Les barrages et les manifestations contre le chef et le conseil ont été des événements marquants de la dernière année à Kitsakik. Ce dernier blocus a été mené par 2 jeunes employés de l'école primaire Mikizizek qui dénonçaient les conditions de travail suite au départ de près d'un tiers du personnel, soit par démission, soit par congé de maladie préventif. Comme maman, les services éducatifs en ce moment, je sens que ça va être à risque avec tous les départs. Puis, si je me lève en ce moment, c'est vraiment pour montrer mes inquiétudes. Pas juste à court terme, mais aussi à long terme des services éducatifs qu'il y a ici à Kitsakik. Les demandes sont simples. Elles veulent une opportunité d'être entendues. Dans le fond, ce qu'on demande, c'est une assemblée générale pour faire preuve de transparence auprès de, non seulement des employés qui travaillent là, mais aussi de la communauté. Il y a des choses qui se passent, puis je pense que c'est important de venir s'asseoir puis d'écouter. Les choses n'avancent pas. Il faut le dénoncer pour que ça avance. Il faut parler, puis c'est quelque chose que moi, personnellement, ça m'effraie. Mais je le fais pareil pour l'avenir. Plusieurs anciens dirigeants de la communauté supportent le blocus, incluant l'ancienne chef Adrienne Anishinapeo, qui voit le futur du système éducatif retomber vers des horreurs du passé. C'est 2 personnes qui de l'éducation qui ont décidé de diriger le barrage, puis ça, c'est eux, parce qu'ils autres voient très clair qu'est-ce qui se passe dans l'école, puis tout ça. Puis on ne cachera pas qu'il y a quand même eu des jeunes adultes qui sont aujourd'hui adultes dénoncés d'avoir vécu des sévices dans l'école, puis que cette même façon de gérer refait surface. Moi, non, je ne serai jamais d'accord avec une façon comme ça. C'est un peu comme l'ère du pensionnat qui revient. Le conseil de bande n'était pas prêt à discuter avec APTN, mais les supporters du chef Régis Pinasway sont ouvertement frustrés par le maintien d'autres blocus. Y a-t-il une loi qui peut empêcher maintenant de faire des barrages puis de priver les enfants d'école puis de priver l'autobus scolaire puis les profs de rentrée? Moi, j'en ai marre de tout ça. Kevin Papati, un membre actif de la communauté, blâme des chicanes de famille pour ce qui se passe. Il croit aussi que le camp qui impose des blocus essaie d'empêcher les élections partielles. En ce moment, là, c'est des chicanes familiales qu'on voit. C'est beaucoup la chicane familiale. On trouve ça dommage. Nous autres, de notre bord, ceux qui supportent les conseils, on n'a jamais rien dit jusqu'à date. On n'a jamais fait de barricade. On n'a jamais respecté après cette gang-là. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est régler la situation. On entre en élection partielle. Puis c'est ça que Mme Catherine Anishinapeo ne voulait pas. Parce que le quorum est fixé à 3 en ce moment dans le conseil. Au lieu de 5, ouais. Aucune personne avec qui APTN a parlé n'a été en mesure de confirmer à quoi servaient ces élections partielles. Pour les manifestants, ils veulent simplement un chef à l'écoute. Moi, j'ai jamais vu dans une communauté un chef aussi comme ça dans la vie de sa communauté. Il a oublié qui l'a élu. 47 personnes qui ont élu cette personne-là. Est-ce que les 47 aujourd'hui vivent une fierté de voir le chef comme ça? Pas sûr. Ce qui est certain, c'est que des tensions demeurent de tous côtés, des tensions compliquées qu'il faudra du temps et des efforts pour apaiser. Avez-vous une histoire à partager?
Envoyez un courriel à infonouvelles@aptn.ca. Pour regarder nos histoires, allez à aptnnews.ca/nouvelles. Et vous pouvez également nous trouver en ligne sur YouTube, Facebook et X. Suivez Nouvelles nationales pour participer à la conversation et voir nos dernières histoires. Le nombre de féminicides a augmenté au Québec en 2020, une année au cours de laquelle 23 femmes ont été assassinées. 4 ans plus tard, les responsables de ces meurtres n'ont pas tous été amenés à rendre des comptes. Le meurtre de Marie Savillajuk met en lumière la question des retards dans le système judiciaire du Nunavik, puisque son dossier n'a toujours pas été clos. Savannah Craig examine les retards dans l'affaire Savillajuk. Mary Savillajuk, une Inuk de Saluit, Nunavik, avait 37 ans lorsqu'elle a été tuée par son partenaire le 1er novembre 2020. Mary was a really well-loved, well-respected member of her community in Saluit. She volunteered at the Women's Shelter in Saluit. Laura Guire est la coordinatrice de projet de l'organisation montréalaise Ishkway. Elle a soutenu la famille de Savillajuk tout au long du procès pour meurtre. Ishkway soutient les familles de femmes et de filles autochtones disparues et assassinées. And unfortunately and very tragically, Mary was murdered on November 1st, 2020. In the context of intimate partner violence. Son meurtrier, Pulusi Usuyotuyuk, a été condamné au début du mois à une peine pour meurtre au second degré. Il s'agit normalement d'une peine de 25 ans, mais cette durée et la date à laquelle il pourra avoir une commission de libération conditionnelle n'ont pas encore été déterminés. Ces points seront décidés lors de sa prochaine audience, le 11 décembre. I would say that 4 years is quite a drawn-out legal process. And I think there's two pieces. I think we see this often in cases of missing and murdered Indigenous women, girls, trans, and Two-Spirit people, but also the justice system in Nunavik, in northern Quebec. It has extremely long delays. La pénurie de rédacteurs de rapports de Gladue est un facteur qui contribue à cette situation. Ils sont chargés de la rédaction des rapports de Gladue, qui reconnaissent les impacts du colonialisme et des traumatismes intergénérationnels lors de la condamnation des auteurs de crimes qui sont autochtones. Lynn Saint-Louis, rédactrice de Gladue, explique que le processus peut être long. Altogether, it can take like a good, let's say, 35 hours. Le rapport de Gladue dans l'affaire Savillajuk a été ordonné pour la première fois par la Cour le 14 décembre 2023 et renvoyé aux tribunaux le 28 octobre 2024, soit plus de 10 mois après. One of the problem is recruiting Gladue writers, right? So I've been saying for, I think, 3 years that I'm done and I'm not going to do it anymore, but I still help because, there's a lack of writers. APTN a contacté la Corporation Makiyavik, le représentant légal des Inuits au Québec. L'organisation n'a pas répondu aux nombreuses demandes de commentaires. You have this event that is extremely traumatic for families. Someone is murdered, someone has disappeared, sometimes a combination of both. And then because of our legal system and just the way it's not set up to support victims and their families, to protect victims and their families, as a result, yes, these failings are super common and then result in further traumatization for families. Malgré les retards dans la condamnation pour le meurtre de Savillajuk, Ishkway a gardé sa mémoire vivante. Ishkway a appelé à ses admirateurs à laisser des bonbons en son honneur. C'est parce qu'Halloween était la fête préférée de Savillajuk. Un reportage de Savannah Craig, Nouvelles nationales d'APTN, Montréal. Après cette courte pause, une journée de célébration pour l'École des dirigeants des Premières Nations et un pain commémoratif se fait démanteler. Soyez là. Bienvenue. Un groupe de militantes Kanien'kehá:ka de Kanesatake a planté un pin blanc sur le campus de l'Université McGill au centre de Montréal dimanche dernier. Ils ont planté le pin pour commémorer le campement de solidarité avec Gaza de McGill que McGill a démantelé en juillet. L'université a enlevé le pin moins de 24 heures après sa plantation. Les militantes soutiennent que cela sanglote les efforts de réconciliation pour lesquels l'université se déclare engagée. Le grand pin blanc est un symbole de paix pour les nations Haudenosaunee.
Les militantes ont choisi de planter un jeune pin blanc pour promouvoir la paix et la justice dans le monde, en particulier en Palestine. L'Université McGill a déclaré dans un communiqué qu'elle avait été informée de la plantation de l'arbre et qu'elle l'avait enlevé. En réponse aux accusations des militants de ne pas respecter ses politiques déclarées en matière de réconciliation, McGill a déclaré que son équipe chargée de terrain décidait des arbres à planter sur le campus et qu'il y a une représentation autochtone au sein de cette équipe. We wanted McGill to join in the peace planting the tree, and we were hoping that they would embrace it since their land acknowledgement on their website states that they're for truth, they're for the accountability, they're for reconciliation. But their responses were negative, and it sort of contradicts their land acknowledgement and their purported respect for Indigenous peoples' human rights. L'École des dirigeants des Premières Nations, propulsée par HEC Montréal, a célébré son 3e anniversaire le 14-15 novembre dernier avec une cohorte de plus de 150 gradués. Vous avez fait le choix de vous perfectionner en tant que leader de nos nations. Pour ces têtes de la politique québécoise, ce n'était non seulement une occasion d'honorer les diplômés, mais aussi une qui leur permettait de voir ceux à qui ils passeront peut-être le flambeau un jour. On est très heureux à l'UDPN d'être un outil, un moyen pour les Premières Nations. Ken Rock, co-initiateur de l'École des dirigeants de Premières Nations, se dit fier et surpris par le succès du programme et son impact dans les communautés. Quand on a pensé à ce projet-là, ça a commencé avec des cours, avec dans la discussion une université autochtone. On est allé on a échangé beaucoup et on est arrivé avec une école des dirigeants, avec plusieurs programmes maintenant. De voir qu'il y a eu plus de 800 participants. Jamais j'aurais pensé à cette époque-là qu'on aurait cet impact-là dans les communautés. Fait qu'on est très fiers, on est très heureux de la réussite de l'EDPN. Un autre signe de succès, plusieurs anciens élèves reviennent comme formateurs. Joliane Ottawa en est un exemple, évoquant l'aspect unique de cette formation comme raison de vouloir rester impliquée. Elle est unique, elle est faite par nous et pour nous. Fait que ça, c'est vraiment, là, c'est la clé, c'est l'essence même là, de vraiment que tout ça là, fait du sens puis ça donne un impact incroyable. Provenant de 37 communautés et 10 nations, plus de 66 % des 800 participants étaient des femmes. C'est ce qui complète la 6e cohorte du programme en leadership féminin. Plusieurs étudiantes, dont Elma Moses, se sont dites inspirées par le contingent féminin présent. Je pense que c'est important d'avoir des femmes en leadership, puis voir leur projet là, dans leur communauté. J'ai beaucoup aimé ça, j'ai adoré, puis ça m'apporte beaucoup là, dans ma vie aussi là, de connaître qu'il y en a plein à travers le Québec, là, de femmes autochtones qui sont très engagées dans leur communauté. Elsa espère en inspirer d'autres. J'aimerais transmettre à la prochaine génération là, mes connaissances. Là. C'est pour ça que j'ai suivi ce cours. Là. Normand Junior Tchirnich-Pilote. Malgré que les bougies se sont éteintes à la fin des célébrations du 3e anniversaire de l'EDPN, une cohorte de relève arrive en mars et le HEC cherche déjà à agrandir le programme. Félicitations! Félicitations aux gradués et à l'École des dirigeants des Premières Nations. Au retour, nous avons eu l'opportunité de s'entretenir avec le chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Ghislain Picard. Restez des nôtres. Bienvenue. En 2024, Ghislain Picard, chef régional de l'APNQL, a été confronté à plusieurs dossiers importants. À l'approche de la fin de l'année, nous avons eu la chance de lui parler. Il fait le point sur ses enjeux clés et sur les priorités qu'il espère voir progresser dans l'année à venir. Voici notre entrevue avec le chef régional, Ghislain Picard.
Bonjour, M. Picard. Bonjour. Bon, on arrive à la fin de 2024. On aimerait faire un petit tour de table avec vous de peut-être le sujet le plus marquant de 2024 pour vous. Bien, écoutez, c'est un horizon qui est très, très large. Il y a le contexte fédéral, national, il y a le contexte qui nous est plus particulier au Québec. Et dans les deux cas, ça a beaucoup bougé. Un gouvernement qui est plutôt, je dirais, instable au fédéral parce qu'on est un gouvernement minoritaire. On a des dossiers qui occupent beaucoup nos esprits, là, notamment la sécurité publique, sur deux fronts. D'un côté, notre souhait que nos services policiers soient reconnus comme un service essentiel. Le ministre Leblanc tarde à livrer, tarde à s'engager. Et en même temps, de notre côté, bien, il y a la relation entre les services policiers non autochtones, RCMP, SQ, OPP, et comment, finalement, les membres de nos communautés deviennent les victimes. J'ajouterais les rapports continus de l'enquêteur correctionnel, M. Ivan Zinger, qui confirme encore une fois que les chiffres dans les pénitenciers au Canada, dans les prisons, au lieu de diminuer, augmentent. Donc, le domaine de la justice, service policier, là, c'est vraiment une grande préoccupation. On a évidemment conscience de l'histoire, un peu le jeune homme qui a été abattu dans le Nunavut, un autre blessé. Donc, cette relation-là est vraiment préoccupante et je viens de savoir ce matin par un de mes collègues en BC qu'il y a eu un autre décès en détention, aujourd'hui, là, ou hier. Donc, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas et pour moi, là, c'est important qu'on puisse trouver une façon d'interpeller le gouvernement fédéral. Ce que je dirais aussi, c'est que vous allez sans doute me poser la question, mais du côté de l'Assemblée des Premières Nations, il y a des dossiers évidemment qui retiennent notre attention. L'entente signée le 11 juillet dernier, APN, Chiefs of Ontario, Anishinaabe Nation, et le gouvernement fédéral soulève également beaucoup de vagues, de préoccupations. Il y a eu l'Assemblée de Calgary, le rejet de l'entente. Et un rejet, c'est pas une opposition. Le rejet, c'était pour aller chercher mieux encore. Et c'est ça la conclusion de Calgary. Donc, on est là-dessus. Ça va sûrement revenir à l'Assemblée spéciale des chefs là, dans à peu près 2 semaines. On veut aller chercher mieux, mais est-ce que vous pensez que ça a un immense impact sur les enfants qu'on a en ce moment dans le système de la DPJ? On sait que plus de 50% sont autochtones, malheureusement. Donc, est-ce que vous pensez que l'entre-deux, entre une nouvelle offre qui va tomber sur la table, qu'il y a vraiment un problème là? Bien, d'un côté, il y a l'engagement financier. Et c'est là qu'on a des préoccupations parce que l'engagement financier, c'est sur 10 ans. Il manque des sous pour les infrastructures parce qu'il faut bâtir from bottom up. Donc, il y a beaucoup de travail. Et l'autre chose, il n'y a rien qui garantit dans l'entente que la discrimination envers les enfants va disparaître. Donc, ça, c'est également une garantie qui est importante. Et surtout, pour la mise en œuvre, on a beaucoup insisté que la mise en œuvre soit la plus transparente possible et qu'elle implique l'ensemble des régions. BC n'a pas, en tout respect, ne connaît pas comment se passent les choses au Québec. L'inverse est aussi vrai. Donc, je pense que c'est tout à fait normal et logique que les régions soient représentées. Donc, il y a beaucoup de questions en suspens. Mais ceci dit, est-ce que l'argent va disparaître? Mais il faut savoir que les ordres du tribunal sont encore là, encore effectifs. Donc, il y a ça aussi dont qu'on ne peut pas oublier. Vous avez parlé de la représentation des communautés, la représentation du peuple. 2024 a été une année où est-ce que je trouve que le peuple ont trouvé leur voix sur beaucoup de sujets. En tant que personne qui voit ça d'un peu plus haut, que ça vous fait chaud au cœur, c'est comme quel genre d'émotion vient avec ça? Bien, écoutez, je pense qu'il y a très, très certainement
une détermination au niveau du peuple qui est très, très manifeste. Et à mon sens, là, on célèbre aujourd'hui une 3e année de l'École des dirigeantes et dirigeants des Premières Nations. Une foule de personnes qui terminent pour avoir leur certification. Et je pense que c'est de bon augure. En même temps, bien, il y a la réalité politique qui évidemment nous met plus souvent qu'on le souhaiterait devant un statu quo. C'est vrai de plus en plus au Canada. Je parlais de sécurité publique plus tôt. C'est vrai au Québec également. Des projets de loi qui sont sur les tables à dessein et sur lesquels nous, on indique au gouvernement du Québec, essayez pas d'avancer la notion de nation à nation si vous n'êtes pas capable de travailler d'une façon qui respecte cette relation-là. Donc, c'est à un niveau politique beaucoup plus élevé de la façon qu'on voit les choses, mais encore faut-il que le gouvernement du Québec soit au rendez-vous. On parle de sécurisation culturelle, on parle d'énergie, on est quand même étroitement engagé avec Hydro-Québec comme société d'État. Peut-être moins avec le gouvernement du Québec, parce qu'il y a des conditions qui sont peut-être jugées inacceptables. Donc, pour nous, là, Hydro-Québec est en train d'ouvrir une voie, on l'exploite, et en espérant que peut-être éventuellement, ça va pouvoir influencer son gouvernement finalement. Vous l'avez dit, il y a plusieurs dossiers. Il y a le Caribou, il y a Hydro-Québec, il y a le système juridique. Un mot pour 2025, un souhait, un espoir ou peut-être un dossier qu'on espère vraiment être capable de mettre le clou? Bien, on jure beaucoup sur l'avenir de nos jeunes et de nos enfants. Et pour moi, le dossier dont on a traité un peu plus tôt, qui touche l'entente de juillet dernier, à parfaire, là, je tiens à le préciser. Et pour moi, là, ça va être vraiment le cap pour la nouvelle année. Il y a beaucoup évidemment de dissensions là, au sein des troupes, mais je pense qu'ultimement, ce qui va nous donner raison, là, c'est le bien-être de nos enfants. Écoutez, je viens tout juste à peine, il y a quelques minutes, de recevoir un autre message d'une femme impuissante parce que la protection de la jeunesse est intervenue pour lui retirer son enfant. C'est tout frais comme nouvelle. Moi, c'est des choses sur lesquelles on veut mettre un terme, comme l'appréhension des enfants, même à la naissance. C'est encore une réalité. Mais il faut savoir que les provinces, les juridictions provinciales territoriales reçoivent beaucoup d'argent. Et pour nous, là, c'est de l'argent qui devrait aller vers nos propres institutions. Mais encore faut-il avoir la capacité de le créer, de les mettre sur pied, de les bâtir. Et c'est ça aussi beaucoup, cette entente qui va revenir là, sur le plancher de l'Assemblée dans 2 semaines. Je suis certaine qu'on va se parler en 2025 certainement, ou même peut-être d'ici là, mais merci beaucoup, vous êtes entretenu avec nous. Merci de m'avoir reçu. Pour terminer, nous voulons mettre en valeur des événements et activités de votre communauté. Ce week-end marque la tenue de plusieurs marchés de Noël artisanaux, incluant le marché de Noël autochtone ici même à Montréal, au 2023 boulevard Saint-Laurent, et celui de Wendake, au complexe sportif des Jardins. De plus, le fabuleux film de Philippe Ducrot, La cartomancie du territoire, commence son parcours dans les salles québécoises. Ce film va à la rencontre des communautés des Premières Nations du Québec, confronte les ravages du colonialisme et découvre des chemins et guérisons inspirants à travers les témoignages des communautés. Un film qui a l'air fort inspirant. C'est ce qui conclut les bulletins nationaux d'APTN. Je m'appelle Kim Sullivan. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine. La Cour, mec.